Bonjour et bienvenue dans Le Journalpe, le nouveau média d'information locale et indépendante. Bonjour Gilbert. Bonjour Karine. Au fait, reprécisons-le, c'est un journal créé et rédigé par des citoyens. Nous avons à cœur de montrer la diversité de l'actualité savoyarde en toute liberté. 12 avril à Chambéry, une nouvelle collecte pour l'aide alimentaire. Est-ce qu'on ne s'habitue pas trop à une défaillance majeure de notre société ? D'ailleurs, maintenant, on multiplie le nombre de collectes. Depuis plus de 40 ans, les Restos du Cœur et les banques alimentaires organisent des collectes de produits alimentaires. Sur les 10 dernières années, il y a eu un triplement du nombre de bénéficiaires. Aujourd'hui, plus de 5 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire. Donc on vient tous les jours, il y a toujours une caisse ou deux ou trois, ou des fois 4 ou 5. Autre fait important, la hausse des prix est la première cause du recours à l'aide alimentaire, selon la Fédération des banques alimentaires. Elle constate également que de plus en plus de bénéficiaires ont un revenu stable. C'est un peu dommage qu'au XXIe siècle on en arrive encore là, ce serait bien que chacun puisse s'adresser à une société. Peut-être qu'un jour, malheureusement, le bénéficiaire, peut-être que ce serait moi, je ne sais pas. Les banques alimentaires comme les Restos du Cœur assistent à une baisse des dons par les grandes surfaces et les particuliers. Les stocks n'ont jamais été aussi bas. En conclusion, l'État finance largement l'aide alimentaire, notamment par la défiscalisation des dons des grandes surfaces. Pourtant, cette politique d'incitation fiscale ne permet pas de diminuer le nombre de bénéficiaires. L'augmentation forte et continue de leur nombre démontre l'échec des politiques publiques de lutte contre la pauvreté depuis 40 ans. La subvention publique n'étant qu'une mesure d'urgence qui ne s'attaque pas aux causes de la précarité alimentaire. On s'aperçoit que les ramasses baissent en volume. Et la conséquence, c'est la baisse régulière du panier que l'on propose à nos bénéficiaires. Alors l'objectif serait de fermer la banque alimentaire si le besoin disparaissait, mais ce n'est pas le cas. Pour la vie locale, une cérémonie singulière et le court-métrage en fête. Aux Marches, en Comte de Savoie, une initiative unique pour célébrer les morts des guerres oubliées menées par la France. Dimanche 30 mars, l'association Mémoire et Patrimoine des Marches a dévoilé une plaque en souvenir de 9 soldats marchourus tombés lors des guerres oubliées. Guerre d'Italie, guerre de Crimée et celle de 1870. 18 drapeaux d'associations patriotiques aux combattantes et plus de 120 personnes étaient présentes pour l'occasion. Guerre après guerre, de la Révolution aux blessures encore vives de la guerre d'Algérie, de 11 conflits cruels qui ont gravé des noms et qui nous ont glissé les cœurs. Lalage Louis. Mort pour la liberté. Hugo Louis. Mort pour la liberté. Après les discours, des gerbes ont été déposées par le Souvenir napoléonien, le Souvenir savoisien et la Société des volontaires de 1870. Les uniformes de Militaria Sabolier et de Savoie Militaria, ainsi que la fanfare d'Albens, ont animé la matinée. Ici, on a affaire à un patriotisme sain, c'est-à-dire un patriotisme qui réunit, qui fait découvrir et qui crée du lien social, surtout des liens autour des valeurs de fraternité et de liberté. Au final, tous ces gens sont morts pour la liberté. Alors c'est très important puisque pour une première fois nous avons enfin en France un monument qui va recueillir tous les morts depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui. C'est un cas unique en France. Et puis seconde chose, c'est aussi la manifestation de nombreux citoyens qui ont pris en main leur histoire et qui du coup peuvent, grâce à la liberté d'association et la liberté de manifester, travailler sur leur mémoire collective. Et là on a vraiment des gens, des habitants, des villageois qui ont pris en main cette tâche. Et donc c'est vraiment un moment très particulier. Pour la première fois en France, un village reconnaît enfin tous ces morts de toutes les guerres. Et maintenant, un sujet plus léger en Chartreuse, où le court-métrage a été à la fête.
Le 23 mars dernier, à Saint-Pierre-d'Entremont, s'est déroulée la 3e édition de la fête du court-métrage à la salle Notre-Dame. Je m'appelle Christophe Herouette. Je suis le responsable de la salle Notre-Dame à Saint-Pierre-d'Entremont. Nous sommes dimanche après-midi, à partir de 14 h, on aura la fête du court-métrage en entrée libre et jusqu'à 19 h. Plus de 5 heures de projection. Alors cette fête du court-métrage, c'est l'ADEC, par l'intermédiaire de son groupe Ciné. Je suis venue voir la sélection de courts-métrages proposés dans le cadre du festival avec mes filles. J'ai vu toute la sélection des films pour les tout petits à partir de 3 ans et on est resté pour la sélection de ceux qui sont à partir de 7 ans. C'était chouette, c'était très très chouette. Voilà, les astres immobiles, c'est ça? Les astres immobiles. C'était très très chouette, ça m'a bien émue et j'ai vu que mes filles avaient été émues aussi d'ailleurs. Là j'ai découvert un magnifique festival du court-métrage avec notamment un film sur les migrants là qui était très très sympa. Et puis sur l'homoparentalité. Vraiment une très belle variété très belle sélection de films cette année. C'est superbe. J'ai bien aimé cet après-midi. Voilà, je suis venue avec mes petits-enfants au début. Donc oui, dans l'ensemble, j'ai trouvé la sélection super. On commencera par des films pour le jeune public et on finira par un petit bonus. J'espère que le réalisateur sera là, il nous l'a promis. C'est un jeune du pays qui nous a envoyé son premier court-métrage et donc on a trouvé suffisamment de qualité pour venir clore notre après-midi. Il s'appelle Titouan Bouvier. Je suis étudiant à l'ESSEC, à Villeurbanne. Et donc, dans le cadre des études d'un exercice, j'ai fait un film, Désir sous conserve, donc ce qui est un film de 2 minutes 30. C'est un patron donc qui qui invite son employé à venir chez lui. Il a une situation un peu ambiguë et on découvre qu'il a un peu des intentions de le draguer et tout. Donc on a préparé pendant 2 mois ce film et avec une journée de tournage. Voilà, je suis très content du résultat. Là, je présentais le film pour la journée du court-métrage. Et donc, Titouan, tu habites à Entremont-le-Vieux, donc dans la commune d'à côté, et c'était un plaisir pour nous de t'accueillir. Merci. Lyon-Turin, l'opposition monte en puissance, soutenue par des scientifiques. Du coup, les partisans du projet, eux, se livrent à des intimidations et des dégradations d'installations militantes sur des terrains privés. Ces dernières semaines, les collectifs d'opposants au projet ont organisé de nombreuses initiatives. Le 9 mars, à Détrier, se tenait le salon à la ferme dans une pépinière qui risque l'expropriation. Du coup, on a l'impression que la stratégie des promoteurs de ces chantiers-là, c'est d'en dire le moins possible pour peut-être éviter qu'il y ait un mouvement de contestation qui se mette en place, qui pourrait concerner les agriculteurs, parce qu'il y a plein de terres agricoles qui seraient menacées. On parle de 1500 hectares, mais ça, c'est des chiffres qui étaient sortis en 2012, suite à la première déclaration d'utilité publique, et on se rend compte aujourd'hui en Maurienne que entre ce qu'ils avaient prévu en 2012 et ce qui arrive maintenant, c'est beaucoup plus gros. La journée festive et éducative s'est terminée par l'inauguration d'une installation militante affirmant l'opposition d'une partie des habitants au projet. Quelques jours plus tard, le message était dégradé. De nombreuses réunions publiques d'information se sont tenues en Savoie et en Isère. À Nance le 28 mars, à Chapareillan le 2 avril, à Barbera le 4 avril et à Barrault le 11 avril. Notons la présence de plusieurs scientifiques qui, forts de leurs connaissances, notamment en matière d'environnement, questionnent le bien fondé du projet de TELT. Au moment du creusement, il va y avoir des volumes considérables d'eau qui vont partir. Des bus sont affrétés pour montrer la réalité des chantiers en Maurienne. Et on les invite à monter dans des navettes pour venir ici constater les dégâts causés par les chantiers du 2e Lyon-Turin. J'ai été exproprié par le Lyon-Turin. Pas de chance, j'étais vraiment sous le tracé, là, pile au milieu des voies ferrées. Je suis une citoyenne qui défend son territoire, avec des associations qui se mettent en place dans la vallée et surtout en Combe de Savoie, de faire venir des habitants qui potentiellement seront confrontés aux mêmes travaux que l'on a déjà sur la commune. Il est temps de se réveiller, car c'est là dans la Maurienne qu'on a choisi d'habiter. Le 12 avril, une manifestation a rassemblé plus de 1000 personnes dans les rues de Chambéry. En fait, c'est pas une ligne de chemin de fer, c'est pas un projet de ferroviaire qu'on a, c'est un projet pour le BTP. Et le Lyon-Turin, en fait, il est contre les cheminots et les cheminotes et il est contre le service public ferroviaire. En gros, il va voir aller
aux alentours de 140 camions jour qui vont circuler pour trimballer les boussoirs ou acheminer les matériaux par rapport à ça. La France Insoumise a choisi sur la liste pour les élections européennes un opposant, lanceur d'alerte de la nouvelle ligne, du nouveau projet. On n'est pas contre les trains, on est contre certains projets qui sont double emploi avec ceux qui existent déjà et ceux qui pourraient être améliorés à moindre frais au lieu de dépenser 30 milliards. Maintenant, on n'arrête pas de raconter que c'est un projet écolo. Écolo parce que ce serait du train. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas un projet ferroviaire, c'est un projet de BTP dans le fond d'une vallée et ça ne va rien changer au problème ferroviaire. Une contre-manifestation réunissait environ 10 personnes. Enfin, le 18 avril, c'était le soulagement pour Philippe Delhomme. Cette fois, il était poursuivi pour avoir repris publiquement la célèbre phrase écrite par Éric De Luca « Il faut saboter la TAV ». À l'issue d'une longue audience, le tribunal a prononcé la relaxe de Philippe Delhomme, malgré les demandes de condamnation du parquet et de Telt. Et poursuivons avec, dans les actualités nationales, une tentative courageuse pour faire rentrer le sujet de la tragédie palestinienne à l'Assemblée nationale. Nous étions en manifestation avec le docteur Christophe Oberlin et le docteur Cyril Venet, et puis il y avait aussi le docteur Patrice Pelou. Nous avons pensé que diffuser les images de ce réalisateur palestinien était peut-être un moyen de sensibiliser l'opinion publique. Je m'appelle Yad Al-Astal, je suis palestinien de Gaza, réfugié en France depuis bientôt un an et demi. Non, ce sont des tranches de vie humaine sur des Palestiniens qui ne réclament que de vivre en paix et en sécurité et en dignité. Parce qu'aujourd'hui, on a déshumanisé le peuple de Gaza. On a donné une nouvelle adjectif pour les Palestiniens qui sont des sauvages. Ils sont des Palestiniens, des gens normands, des femmes, des artistes, des enfants qui sont comme les gens ici. هسه عالم كذاب. العالم بيحكي انه في حقوق للانسان بس فيش حقوق في غزة بالمرة. Je suis assez déçu qu'il n'y ait eu aucun député alors qu'ils ont été invités à 2 reprises à venir voir ce film en avant-première. Donc je réitérerai cette expérience en Savoie et j'inviterai bien évidemment tous mes collègues députés de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère. Les personnages de ce film sont magnifiques, c'est des personnages réels. Il évacue une question qui est justement la question des responsabilités. Et on a été un des rares syndicats de médecins à s'organiser pour demander le cessez-le-feu et l'arrêt du génocide. On a participé à constituer un comité international en début d'année, avec des signatures très significatives à l'international, y compris avec des syndicats de médecins américains, avec des Britanniques et j'en passe. Et puis dernièrement, on est une dizaine de médecins qui avons demandé une audience à l'ambassade d'Israël. Ces Palestiniens, ces citoyens, leur réclamation c'est très simple, c'est que la guerre s'arrête. Sérieusement ? Aucun député ne s'est déplacé alors que le film est venu à l'Assemblée. Et maintenant, à propos de la condamnation de Marine Le Pen, nous tenions à évoquer le discours ambiant qui remet en cause l'indépendance de la justice. Mais pour éviter de participer à la surenchère émotionnelle, nous avons choisi de questionner Mireille Berthaud de la Ligue des droits de l'homme. Elle nous donne son avis éclairé sur ce sujet. La justice, c'est une balance, elle pèse. Quant au ministre de l'Intérieur, il n'a pas, comme cela, à interférer avec des décisions de justice, à mettre en cause ce qui a été décidé et à sembler défendre quelqu'un qui, en premier lieu, a détourné de l'argent public. La décision a été rendue parce qu'il y avait détournement de fonds publics importants quand même. Depuis plusieurs années, on est en plein confusionnisme. Donc rien ne nous étonne sur cet accueil réservé à Matteo Salvini. Donc oui, c'est pas normal que Matteo Salvini soit accueilli avec les honneurs. La question de la laïcité nous importe parce qu'aujourd'hui elle est instrumentalisée. Toute cette discussion au sujet du foulard ou pas foulard dans les activités sportives ou dans les clubs sportifs, tout ça, ça ne désigne que les filles et les femmes musulmanes qu'on veut effacer de la sphère publique, et demain on leur dira qu'elles ne peuvent pas circuler dans la rue. L'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs,
le fait que la justice et que les magistrats rendent leurs décisions en fonction de lois écrites et pas de lois qu'on invente au fur et à mesure. Et cet état de droit, il est la garantie pour chacun à la liberté d'expression. Aujourd'hui, si je m'adresse à vous librement, c'est parce que je suis dans l'état de droit. Alors, l'expression droit de l'homisme, c'est absolument scandaleux. C'est méprisant vis-à-vis de ce que les constituants de 1789 nous ont laissé. Mais je ne suis pas étonnée, parce que les droits de l'homme gênent l'ultralibéralisme, donc je ne suis pas très étonnée, mais je le regrette profondément. Et donc j'ai eu la curiosité de retourner dans la Déclaration des droits de l'homme. Et je me suis aperçue quand même que cette Déclaration des droits de l'homme, qui ne contient même pas 20 articles, elle est parfaitement courte. Il y a quand même 3 articles sur l'impôt et sur l'obligation de tout citoyen de contribuer à l'intérêt public, à l'intérêt commun, en fonction de ses capacités. Décidément, on n'arrête pas de creuser. En Haute-Savoie cette fois, 92 km de galeries pour le CERN. Un nouveau et énorme collisionneur de particules destiné à la recherche fondamentale, et pourtant, des scientifiques s'y opposent. Nous sommes allés à la rencontre du collectif concerné, des citoyens opposés au projet. Ils veulent construire un nouvel accélérateur de particules qu'ils appelleront un futur collisionneur sur 92 km. Tous les 12 km, il va y avoir une surface de 8 hectares en moyenne pour des plateformes techniques, des bureaux, etc. Avec des puits qui vont descendre à moins de 200 mètres, voire 400 mètres, des puits de 18,60 mètres et qui vont tomber dans des grandes cavernes gigantesques de 101 mètres, de 66 mètres, etc., qui vont engendrer énormément de gravats et qui vont engendrer aussi beaucoup de camions. Il va y avoir aussi des carrières qui vont s'ouvrir, des demandes de carrière pour pouvoir faire du béton, puisque tout le tunnel et les cavernes vont être bétonisés, donc des millions de mètres cubes de béton, avec des consommations énormes d'eau et de sable et de produits d'adjuvants pour mettre des produits chimiques pour le béton. Voilà, au niveau écologique, environnemental, c'est un saccage. Et si tous ces projets se font, c'est-à-dire le Lyon-Turin, Hesdin, qui vient vraiment en concurrence avec pour les gravats. Ensuite, on a l'autoroute du Chablais qui vient d'être confirmée, mais on espère voilà, arrêter. Les JO olympiques de 2030 et les EPR, dont un EPR pourrait servir aussi pour la consommation électrique du futur collisionneur. De diffuser l'information au niveau des futurs collisionneurs, puisqu'à l'heure actuelle, même les paysans et les agriculteurs et les propriétaires ne sont pas au courant qu'ils risquent d'être impactés et que leurs terres sont déjà gelées pour 10 ans, et ça, il faut le savoir, et que tout le monde soit au courant, car ce n'est qu'un projet et on peut l'arrêter à l'heure actuelle. Alors les scientifiques, actuellement on a une tribune de 400 scientifiques qui, eux, ont pris position contre ce projet. Enfin, la pertinence de ce projet n'est encore pas établie. Voilà. Vous allez sur le site co-cerné avec un S et vous trouverez toutes les explications et les documents du CERN, documents de tout le projet et de toutes les possibilités de faire d'abord une pétition, ça c'est sûr. Une préoccupation majeure pour nous tous. À quel point nous ou nos proches sommes toutes et tous, de près ou de loin, victimes de la dégradation environnementale. C'est ce que Bernard Turpin étudie avec le réseau Environnement Santé. Nous l'avons reçu dans nos studios. Donc Bernard Turpin, j'étais médecin généraliste, médecin de campagne à Saint-Pierre-d'Albigny à côté. Je suis actuellement retraité et membre du réseau Environnement Santé. Le but de ces conférences, c'est pour informer les gens sur la réalité de l'état de santé global et de ce qui se passe en amont de cet état de santé. On est une région viticole, donc on utilise un certain nombre de produits dans la technique conventionnelle, en particulier les pesticides. Comme je fais le test en général chaque fois que je fais une petite présentation,
les gens peuvent le faire autour d'eux. Quels sont ceux qui, dans leur proche environnement familial, sont concernés par un cancer, par une maladie cardiovasculaire ou par le diabète? Plus des 3/4 des gens sont concernés par ces pathologies aujourd'hui. Il y a plusieurs études qui démontrent parfaitement bien que les pesticides ont un impact sur le développement des pathologies. Ils ne sont pas les seuls à avoir un impact, il y a d'autres raisons, mais les pesticides en ont un, c'est sûr. Ce qui illustre bien ça, c'est qu'on a affirmé que le lymphome, le myélome multiple, le cancer de la prostate et le Parkinson sont des pathologies qui sont des pathologies, maladies professionnelles. Les cultivateurs ou les agriculteurs sont les premières victimes de l'utilisation de ces produits. Ces produits sont évalués par les producteurs, mais pas que par les producteurs. Il y a également des agences qui s'occupent de valider la commercialisation. C'est ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Or, l'autorisation de mise sur le marché devrait évaluer, d'une part, la substance active, mais tous les coformulants. Et ces coformulants ne sont en fait pas évalués, alors que normalement, la loi européenne prévoit qu'ils devraient l'être si on évaluait tous ces coformulants, dont plusieurs d'entre eux sont des produits toxiques, qu'un certain nombre de pesticides seraient probablement interdits. Alors, pour nous rejoindre, il y a un site internet Réseau Environnement Santé, pour ceux qui veulent se documenter de génération future, alerte médecins pesticides. Concrètement, dans la région, on est en train de mettre en place l'adoption par la communauté de communes Cœur de Savoie de la charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, qui n'est pas qu'une déclaration d'intention, mais où la collectivité s'engage dans des mesures très concrètes pour limiter l'utilisation de produits toxiques, en particulier pesticides, et leurs effets perturbateurs endocriniens. Daniel, pour ta chronique « La République nous rappelle », tu nous parles du printemps. Mais quel rapport entre les pommiers en fleurs et la République? Eh oui, c'est le printemps, avec l'espoir de fructueuses récoltes. C'est aussi le retour des traitements phytopharmaceutiques et de leurs dérives. Phytopharmaceutiques, dérives, de quoi parle-t-on? Les produits utilisés en agriculture pour protéger les végétaux contre les organismes nuisibles, les engrais, les conservateurs, les désherbants pour détruire ou empêcher des végétaux jugés indésirables, sont juridiquement des produits phytopharmaceutiques selon un règlement européen. C'est donc l'association de l'usage, du produit et de la culture qui décerne la qualification phytopharmaceutique. On parle de dérive lorsque les produits de traitement sont entraînés hors des zones traitées par le vent, par la pluie ou à cause des machines utilisées. La liberté, c'est de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Quant à la propriété, elle est sacrée et inviolable. Ce sont les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Un viticulteur expliquait à la radio qu'il faut former les riverains à adapter leurs horaires de sortie ou à fermer leurs fenêtres pour se protéger. Parce que les exploitations étaient là avant. Ce viticulteur se trompe. Car la règle pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est, premièrement, ne pas nuire à autrui, deuxièmement, ne pas porter atteinte à la propriété des biens des tiers, ni à leur jouissance. On pense bien sûr aux productions bio, qui, s'ils reçoivent des pesticides, perdent leur certification. Mais cela vaut aussi pour les jardins, pour les maisons, les fleurs, les écoles, les personnes à proximité. Le viticulteur peut donc traiter sa vigne, mais sans pulvériser, hors de ses parcelles, pour ne pas porter atteinte aux biens des autres. Un autre principe de la République, c'est que le droit de chaque citoyen garantit le même droit aux autres citoyens. Si le viticulteur trouve juste de pulvériser chez ses voisins, alors il doit accepter de ses voisins qu'ils traitent leur grillage avec de la peinture au pistolet, qui pourrait être pulvérisée sur ses vignes. Je ne suis pas sûr qu'il l'accepte, mais c'est la règle républicaine. Sachons utiliser les règles de la République pour les faire respecter, y compris par celles et ceux qui ont été élus comme représentants. Et maintenant, quelques brèves d'actualité.
Les marcherus peuvent démonter leurs pancartes. Leur mobilisation a réussi à faire reculer la municipalité. Le projet de remettre des feux à la place du rond-point central est annulé. Il y a un an tout juste, les marcherus avaient lancé une pétition recueillant 347 signatures de citoyens mécontents que l'on remette des feux 15 ans seulement après les avoir démontés. La collectivité a ainsi économisé près d'1 million d'euros grâce à cette action citoyenne. La commune se contenterait désormais de rétrécir simplement le rond-point actuel. Après l'avalanche de ministres venus visiter la Savoie, c'est une avalanche de problèmes pour la circulation des trains, notamment avec un incendie de la sous-station électrique de Montmélian qui a bloqué tout le trafic ferroviaire sur l'axe franco-italien, mais aussi la voie Saint-André-le-Gaz-Chambéry pour des soucis sur la station de Saint-André-le-Gaz. Cela confirme les demandes des syndicalistes cheminots qui demandent plus d'investissements pour l'entretien et la maintenance des installations et du matériel roulant. À cela sont venues s'ajouter les fortes chutes de neige le 17 avril qui ont perturbé le trafic vers la Tarentaise et la Maurienne. Samedi 29 mars, les militants écologistes d'Extinction Rebellion et d'Attaque ont bloqué pendant 2 heures l'aéroport de Chambéry pour protester contre les nuisances sonores, la pollution du fort trafic aérien lié à l'industrie du ski et ses conséquences sur le climat. La gêne a été importante pour les touristes, notamment britanniques, qui n'ont pas pu se rendre en station pendant ce blocage. Les écologistes ont finalement été délogés par la gendarmerie. Le bout de la piste de cet aéroport est à 350 mètres du lac du Bourget, plus grand lac naturel de France, qui se trouve dans l'axe de la piste. Les avions qui volent à basse altitude lors des décollages ou atterrissages sont à l'origine de pollution par les échappements des réacteurs. Oui, donc je suis Jean-Sébastien Weben et j'ai monté le magasin Monbio. C'est un magasin indépendant qui vend du bio et du local à Montmélian. L'idée, c'était effectivement de faire redescendre de l'info aux clients et toutes les personnes qui sont concernées par ce sujet. Les sujets santé, etc. sont toujours difficiles à aborder. Ce que je trouve riche, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges. En fait, bon, évidemment, il y avait beaucoup de des viticulteurs puisqu'on est quand même dans une région viticole. Donc, il y avait Raphaël, il y avait les Quenards, et puis il y avait aussi des maraîchers bio. Donc, c'était intéressant de voir les problèmes auxquels ils étaient confrontés. C'est vrai, quand on voit l'évolution des réglementations, c'est catastrophique, quoi. On sait que l'agriculture est difficile, l'agriculture bio est aussi très difficile, et ouais, enfin, l'évolution aujourd'hui des lois, ouais, ça fait quand même très peur. Le chercheur François Burgat, savoyard et ancien directeur de recherche émérite au CNRS, fait l'objet de poursuites et a comparu le 24 avril devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour apologie du terrorisme suite à une plainte déposée par l'organisation juive européenne. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence reprenant son travail académique sur l'islamisme et les conflits au Moyen-Orient et israélo-palestiniens. Cette plainte s'inscrit dans un contexte général de poursuites contre des parlementaires et personnalités publiques, comme les députés Mathilde Panot ou Rima Hassan, entendus durant 11h30 par les enquêteurs, malgré leur immunité parlementaire. De nombreuses voix s'élèvent et considèrent que ces procédures n'ont d'autre but que de faire taire toute expression sur les actes perpétrés à Gaza et en Palestine. On a un groupe militant sur Chambéry, voilà, de la France Insoumise, et dont là on a eu l'idée de faire venir Louis Boyard à Chambéry parce qu'il parle beaucoup aux jeunes, il est très connu sur TikTok. Une grande partie de la jeunesse, elle se sent abandonnée. Et donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour motiver les jeunes à entrer dans la politique? On leur dit, vous avez les moyens de changer les choses. Et là actuellement on est dans un moment où on a besoin de la jeunesse pour changer les choses. À la prochaine élection présidentielle, on le sait, ça va être nous contre eux. Le eux, c'est l'extrême droite. La jeunesse, on sait qu'elle vote pour l'insoumission, on sait qu'elle est insoumise, on sait qu'elle est pour la révolution citoyenne. Donc on va avoir besoin d'elle pour aller dire papa, maman, c'est de mon avenir qu'il s'agit, ne faites pas de vote égoïste, aidez-nous à faire la révolution citoyenne, aidez-nous à faire la bifurcation écologique, à donner une liberté d'orientation et d'éducation aux jeunes, à faire l'égalité, bref, à permettre une 6e république de liberté, d'égalité et de fraternité à laquelle aspire la jeunesse. Mort le 21 avril, le pape François a surpris par ses discours de solidarité avec les migrants, ses prises de position au Mexique sur les privilèges et l'accaparement comme terreau de la corruption, ou encore sur l'intérêt qu'il portait à l'écologie avec une encyclique qui est consacrée. Critiqué par les conservateurs, il a marqué les esprits par son absence à la réouverture de Notre-Dame et ses mises en cause d'Israël sur Gaza et la Palestine. Sa déclaration sur l'homosexualité et la psychiatrie avait largement surpris et choqué.
L'avenir dira si le nouveau pape poursuivra sur sa voie ou choisira celle des radicaux ou intégristes religieux, mais on peut d'ores et déjà s'interroger sur l'application du principe de laïcité avec une décision de mettre en berne les drapeaux de la République sur les édifices publics. Nous avons demandé à une libraire de nous parler de son ouvrage coup de cœur. Anaïs, de la librairie Délivrez-vous à Saint-Jean-de-Maurienne, s'y colle. Bonjour, je m'appelle Anaïs et je travaille à la librairie Délivrez-vous de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est un coup de cœur, limite même on peut parler du coup de foudre partagé. Et ce livre s'appelle Traverser les montagnes et venir naître ici. C'est un roman de Marie Pavlenko et il est paru aux éditions Les Escales. Traverser les montagnes et venir naître ici, c'est un roman qui nous permet et qui va nous faire partir à la rencontre de deux femmes. La première s'appelle Astrid et on comprend rapidement qu'elle vit un deuil. Parallèlement à ça, on va faire la rencontre de Soraya, qui est une jeune femme qui fuit, qui quitte la Syrie à pied pour venir essayer de renaître elle-même. Voilà, elle quitte quelque chose d'affreux. Et on va suivre en fait tout son périple, parce que c'est pas un voyage, hein. On va suivre tout son périple. Et les deux jeunes femmes vont se rencontrer à un moment donné. Et à partir de là, le roman va prendre une autre dimension. C'est un roman qui est poignant, qui est lumineux, qui est bouleversant, qui est poétique, qui mélange vraiment plein de choses. C'est un roman dans lequel, donc évidemment, on parle de migrants, on parle d'accueil, on parle de différence, on parle de la vie, on parle de la mort, qui mixe vraiment plein de choses. C'est un roman, je pense, qui est hyper important, essentiel à mettre entre les mains d'un plus grand nombre. Voilà. Je le conseille à tous ceux qui aiment la nature, parce que la nature est présente. Je le conseille à ceux qui aiment les gens, je le conseille aussi à ceux qui n'aiment pas les gens, à ceux qui n'aiment pas la différence, à ceux qui n'aiment pas ce qui peut faire peur. Et je le conseille, voilà, à tous et à toutes. Marie Pavlenko, on la retrouve aussi bien en littérature jeunesse qu'en fantaisie ou qu'en littérature générale. Et on peut y aller les yeux fermés dans chacun de ces registres. C'est une autrice qui est engagée, qui est engageante, qui est inspirée et inspirante. Et voilà, on aime beaucoup Marie Pavlenko. Dans le précédent numéro, nous avions présenté le film Les oubliés de la Belle Étoile. Voici maintenant notre entretien exclusif avec deux victimes du pensionnat de la Belle Étoile. Un témoignage édifiant sur la maltraitance des enfants et l'omerta de l'Église sur ce sujet. L'entretien que vous allez voir est tronqué à cause des contraintes de longueur de notre journal. Mais vous pouvez retrouver l'intégralité de ce long entretien sur notre site lejournalpe.fr et sur notre chaîne YouTube. Attention, si les sujets de maltraitance et de violence sexuelle sont difficiles pour vous, vous pouvez avancer la vidéo au prochain chapitre. Je sors d'une famille où il y avait une grande détresse familiale, une grande détresse aussi d'affection, un père et une mère alcooliques. Et de ce fait, je faisais beaucoup de bêtises pour attirer l'attention. Et si bien que en 68, le juge des enfants a fini par me placer. Et vous, Pierre, alors quel a été votre itinéraire? En fait, en 62, mes parents ont divorcé. Donc on a été placés un petit peu les uns les autres. On était sept, une fratrie de 7 enfants. On a été placés un petit peu de partout. Mes sœurs chez les bonnes sœurs à Tullin. Moi, avec mes deux frangins, on était placés dans une famille à Saint-Étienne-de-Saint-Joueur. De Saint-Étienne-de-Saint-Joueur, mon père nous a récupérés. Et j'étais un peu terrible. J'allais pas à l'école. J'étais assez violent. J'étais bagarreur. Et mon père en avait marre. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter votre premier jour là, vous arrivez moi, je me souviens, le premier jour, je suis arrivé d'abord à Mercury.
Premier jour, hein. Ouais, c'était à Mercury. Oui, c'était à Mercury. Le jour même, on m'a monté à Tamier. Bon, il y avait un membre de l'église, il m'a rasé la tête. Et plus je bougeais, et plus je gueulais, et plus on me tenait, et plus on me rasait la tête. Ça, c'était mon premier jour. Et vous, Michel, votre premier jour à Mercury? Alors, mon premier jour à Mercury, il sera gravé à tout jamais dans ma mémoire, parce que j'étais un enfant qui pissait au lit. Donc, ma première nuit, fatalement, j'ai pissé au lit. Et le matin, donc, j'ai fait mon lit comme si rien n'était. Nous sommes allés faire le cross obligatoire qu'il y avait tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'était obligatoire. Et ensuite, on est revenu, on a déjeuné. Et on était tous en rang dans la cour. Et là, j'entends mon nom très fort. « Guégan, tu sors des rangs !» Et j'avais 8 ans. Mon premier jour. J'étais un enfant très timide, rebelle mais timide. Et du coup, je me suis mis à trembler et je suis sorti des rangs. Et là, il y avait un chef qu'on appelait la Guenon, qui lui-même avait fait partie de la Bégarin quand il était jeune, c'est sûrement un enfant abandonné. Il est resté au sein du centre et il est devenu chef. Et il faut dire que c'était un salopard, pour pas dire d'autres grossièretés, et c'était un tortionnaire. Et là, il m'a dit, viens ici. Donc, je me suis approché, il m'a dit, mets-toi à genoux. Et il avait mes draps dans la main. Et il a dit, regardez, Guégan, il a fait pipi au lit. Il a pris les draps, il me les a mis dans la figure. Et il m'a frappé, bien sûr, des claques, des coups de poing, des coups de pied. Et ensuite, il m'a obligé à porter les draps toute la journée autour de mon cou. Parce que j'ai pas pu arrêter de faire pipi au lit comme ça. Donc, tous les jours, c'était le renouvellement de ce que j'avais connu la veille. Et mes draps étaient trempés parce qu'ils n'avaient pas le temps de sécher. Et le soir, je me recouchais dans mes draps. Il m'obligeait à faire mon lit avec mes draps souillés. Et donc, ça a été un moment assez terrible pour moi. Et la honte aussi, parce que vous savez ce que c'est, les enfants, ils sont cruels entre eux. Et j'étais un petit peu la risée du centre avec mes draps autour du cou et que j'avais fait pipi, quoi. On peut dire que cette première journée pour vous deux, c'était l'humiliation. Voilà. L'humiliation, oui, parce que ce qu'il raconte, là, le pipi au lit, moi c'était pareil, hein, je faisais pipi au lit. Et on m'avait mis, je me souviens, c'était les premiers jours, on m'avait mis carrément le drap sur la tête. Et j'ai tourné 2 ou 3 fois dans la cour, et puis carrément ils m'ont balancé dans le bassin. Moi, je dois dire que quand je suis arrivé, j'ai eu affaire à un prêtre ou un abbé qui a commencé au fil des jours et des semaines à me faire un petit peu l'éducation sexuelle que j'ignorais complètement, puisque quand il m'a posé la question, tu sais comment on fait les enfants, je lui ai dit oui, naïvement, les enfants, les garçons naissent dans les choux et les filles dans les roses. Et vous aviez quel âge? Et là, j'avais 8 ans et demi. Et il me dit, mais non, mon petit, c'est pas comme ça. Et puis, il a commencé à me dire, tu vois les chiens qu'il y a là, le chien de la Marcelle, qui était le cheftaine, et ben, quand il monte sur l'autre chien, et puis, ben, c'est comme ça que ça se fait. Et puis, petit à petit, il m'a fait asseoir sur ses genoux. Il a commencé à me mettre ses mains sur mes genoux. Et après, où c'est devenu plus grave, c'est quand il m'a forcé à le toucher. Et que lui, il me touchait aussi. Et qu'il a fait des choses que j'ai beaucoup de difficultés à dire, mais je vous laisse imaginer, qui m'ont fait honte pour un garçon. Et il a exercé des pressions sur moi en me disant que c'était de ma faute. Il y a une scène dans la Belle Étoile, peut-être Pierre, vous pouvez nous en parler, où on a donc les 3 compagnons qui sont autour de la table et où l'un d'entre eux va révéler qu'en fait il a été lui aussi victime. Comment vous avez ressenti cette scène? En fait, dans le dortoir, moi, on s'approchait pas trop de moi, hein, parce que j'étais violent. Puis j'étais beaucoup plus grand, plus costaud pour mon âge. Et moi, j'avais assisté le soir tard, dans le dortoir, notre surveillant, qui était un membre de l'église, qui allait voir les plus petits, et il allait les embrasser, les caresser, enfin, je voyais des choses comme ça, là, mais il y avait le clair de lune un peu je voyais des ombres, je le voyais, et puis, donc j'étais témoin, j'assistais à ça, hein. Enfin, moi, je sais que je me planquais. Mais bon, on s'approchait pas de moi. Sauf que,
Le quotidien là-bas de Tamier, c'était se lever tôt, d'aller d'abord courir, on faisait un grand circuit, on revenait, on déjeunait, et après il y avait les cours. C'était Marcel, qui était, elle nous faisait les cours de français, de maths, d'histoire et géographie. Un prof qui nous faisait les cours Oui, toi en bas, à Mercury. À Mercury, géographie, enfin, comme je pense dans une école normale. Parce que moi, à Tamier, c'était Marcel. Et d'ailleurs, vous savez, la table de multiplication de 9, je ne la savais pas. Premier jour, je ne savais pas. Privé de repas. Enfin, quand je dis privé de repas, déjeuner, le midi et le dîner. Hein. Le lendemain, pareil, je ne savais pas, privé, troisième jour, pareil, privé. Et je finis par donner la table de multiplication de 9 sans me tromper. Ils m'ont tout mis, les 3 repas, dans une bassine. Vous n'en avez pas compte, vous avez 13 ans. Tout dans la même bassine. Et il fallait manger comme un chien. Et moi, j'ai pris la bassine, je ne sais plus qui c'était, un surveillant. Je lui ai mis la bassine sur lui et je refusais. Puis j'ai pris des coups, puis encore privé de manger. Le film se termine avec une entrevue avec un ecclésiastique à Chambéry. Quel est le regard que vous portez sur cette écoute, la cellule d'écoute, hein, le couple qui reçoit vos compagnons? Moi, quand j'ai vu ça, je me suis pris dans un épisode de Béné Hill. Parce que quand on voit cet évêque et les 2 personnes qui ont reçu tous les intervenants, c'est un foutage de gueule. Même pas, il n'y en a aucun qui croit ce qu'il dit. Parce que quand l'évêque dit, mais on lui pose la question, oui, on veut une reconnaissance. Et lui, il se permet de dire, mais le goûter, c'est le fait d'en parler, c'est une sorte de reconnaissance. C'est se foutre de la gueule du monde. Mais il nous a embrouillés, il nous a enfumés, je suis obligé de parler comme ça. Il voulait pas, ça le touchait même pas. Ça le touchait même pas. Vous avez senti ouais, moi j'ai une distance. Ouais, exactement. Vous, même le couple de la cellule d'écoute, ils étaient là, mais bon, sans plus. Ce qu'on veut, nous, c'est une justice. Une justice soit rendue, une reconnaissance, que ces gens-là, que l'institution reconnaisse quand même qu'on a vécu un véritable enfer. Et s'il y a un dédommagement, pourquoi pas? Mais il vient en dernier, ce n'est pas notre motivation première. Ce qu'on veut, c'est justice et reconnaissance. Et je pense que ça va ouvrir des horizons pour beaucoup de nous, parce qu'on va pouvoir respirer, évacuer tout ce qu'on a. Comme moi, d'avoir vu le film, ça m'a permis d'évacuer 60 ans de misère affective et de misère dans mon être. Hein. Et on espère que si on pouvait avoir au moins la justice et la reconnaissance, ça serait une grande chose, et surtout une plaque à Mercury qui reconnaissent les enfants martyrisés de l'abbé Garin. Ça, c'est hyper important. Voilà, c'était un numéro copieux. Nous espérons qu'il aura quelque peu éclairé vos lanternes. Et peut-être vous aura-t-il donné envie de rejoindre les rédacteurs bénévoles du Journalpe. Dans ce cas, nous vous accueillons avec plaisir. Vous pouvez nous contacter par mail rédaction@lejournalpe.fr. Et pour nous soutenir, abonnez-vous, partagez le contenu et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. On se retrouve le 18 mai pour le prochain Journalpe à 10 h.